C'est Si perdu, un thriller à suspense de Faith Bold, tome 6, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Marvin s'éveilla en sursaut et tenta de se redresser, mais sa tête heurta une surface dure. Il retomba en arrière avec un cri, les oreilles bourdonnantes. Il voulut porter la main à son crâne, mais celle-ci rencontra le même obstacle. Il prit une profonde inspiration, s'efforçant de calmer les battements frénétiques de son cœur. Où était-il ? L'air était vicié, chargé d'une odeur de moisi qui lui rappelait le vieux tas de compost de son grand-père. Ils y cherchaient ensemble des vers pour aller pêcher dans le ruisseau derrière la maison. Il n'était pas dans un tas de compost, alors où ? Et cette boîte en bois qui l'entourait ? Mon Dieu, non, oh non, pas ça ! Au secours, hurla-t-il. À l'aide ! Il tenta de frapper le couvercle de ce qu'il réalisait maintenant être un cercueil, mais l'espace était si exigu qu'il ne pouvait donner de force à ses coups. Le son résonnait à l'intérieur, mais il savait que personne ne l'entendrait dehors. Dehors, là où 6 pieds de terre le recouvraient, on l'avait enterré vivant. La panique le submergea à nouveau, mais il se contraignit au calme. S'affoler ne ferait qu'accélérer sa faim. Il essaya de se remémorer comment il en était arrivé là. S'il parvenait à se souvenir de la veille, peut-être comprendrait-il et... Et quoi ? Appeler la police ? Il tâta sa poche, guère surpris de la trouver vide. Pas de portable, aucun moyen d'appeler à l'aide. Peu importe, il ne se souvenait de rien après le bar. Il y était allé après le boulot pour boire un verre avant de rentrer profiter d'un jour de repos obligatoire. La journée avait été éprouvante. Ils avaient dû réanimer un bambin qui avait escaladé la chatière du jardin et était tombé dans la piscine. L'enfant ne respirait toujours pas seul à l'arrivée à l'hôpital, et nul besoin d'être médecin pour savoir que s'il ne respirait pas après si longtemps, il ne respirerait plus jamais. Il avait donc prévu de boire juste assez pour engourdir la douleur et survivre à une nouvelle journée en enfer. Il en était à son 2e Long Island quand il avait senti une main sur son épaule. Et le voilà. Que cette fille ait existé ou non, qu'elle ait eu un rôle dans tout ça, quelle importance ? Il était trop tard. Il allait mourir. Il allait mourir et il ne pouvait rien y faire. Un bruit sourd, comme des parasites sur une vieille radio, perça sa panique. Il sursauta et cria, se cognant à nouveau. Une douleur sourde palpitait derrière ses tempes et il ne savait si c'était dû au choc ou au manque d'oxygène. Il avait déjà du mal à respirer. La fin était proche. « Bonsoir », dit une voix robotique dans le cercueil. On aurait dit un vieux présentateur radio et Marvin comprit qu'il devait y avoir un appareil à l'intérieur. Son cœur bondit d'espoir. « Oui, bonsoir » s'écria-t-il. « Vous pouvez m'aider. Je suis enfermé dans une tombe. Je ne sais pas où, mais ce doit être une des plus récentes. Forcément, je ne suis là que depuis quelques minutes, sinon je serais déjà... » Il ravala ses larmes. Avant qu'il ne puisse reprendre, la voix poursuivit. « Vous avez compris que vous êtes dans un cercueil. Il était minuit. Il vous reste peut-être 4 ou 5 heures d'air avant de mourir asphyxié. »« Oui, je sais !» cria-t-il. « Pouvez-vous m'aider ?» Sa voix s'étrangla alors qu'il réalisait l'horrible vérité. « Mon Dieu, c'est vous qui essayez de me tuer !» Des larmes brûlantes coulèrent au coin de ses yeux. Son cœur s'emballa et sa tête le lança. La voix continua, calme et posée. « Tout n'est pas perdu. Il y a une ficelle quelque part dans le cercueil. Elle est reliée à une cloche en surface. Si vous la faites sonner, le gardien de nuit pourrait l'entendre et comprendre que vous avez été enterré vivant. » Il se mit à chercher frénétiquement la ficelle, tâtonnant dans toute la boîte et sur lui-même, se contorsionnant pour voir s'il n'était pas allongé dessus, oubliant dans sa panique qu'elle devait pendre du sommet du cercueil. La voix lui rappela de rester calme. Ne pas paniquer. Plus il s'affolait, plus il gaspillait son oxygène, réduisant ainsi le temps dont il disposait pour appeler à l'aide. Il devait garder son sang-froid et chercher la corde. C'était sa seule chance. « Je vous en supplie, sanglota-t-il. Laissez-moi partir. Je ferai tout ce que vous voudrez. N'importe quoi, mais par pitié, ne me tuez pas. »« Cherche bien, » répondit la voix, impassible. Le temps file dans l'obscurité. « Va te faire foutre » hurla-t-il. « Pourquoi tu fais ça ?» Silence. Il cria « Merde !» et frappa à nouveau le couvercle du cercueil. Les sanglots reprirent et le martèlement dans sa tête s'intensifia. Il s'efforça de retrouver son calme et reprit sa recherche. Les secondes s'écoulaient avec une lenteur insupportable, mais pour ce qu'il en savait, elles filaient à toute allure, chacune d'entre elles réduisant le temps qu'il lui restait pour sauver sa peau. Il devait agir vite. Il fallait qu'il... La voilà, la ficelle était là. Marvin poussa un cri d'espoir. « D'accord, » murmura-t-il. « Ça va aller, tu vas t'en sortir. » Il pensa à sa petite fille qui l'attendait à la maison avec sa femme. Ce matin, elle lui avait lu son livre préféré toute seule. Il avait souri de toutes ses dents et l'avait serrée fort dans ses bras,
tellement fier d'elle. Sa femme lui avait fait promettre d'être prudent et de rentrer vite. S'il avait évité le bar et était rentré directement, il serait en ce moment même au lit avec sa femme, veillant sur leur fille à travers le babyphone qu'il gardait encore dans sa chambre, bien qu'elle entre à la maternelle l'année prochaine. Il s'en sortirait. Il rentrerait chez lui auprès d'eux. Il le devait. Il tira sur la corde. Aucun son. Il faillit céder à la panique avant de se rappeler qu'il ne pouvait pas entendre la cloche sous 2 mètres de terre, mais que cela ne signifiait pas qu'elle n'existait pas. Il tira fort, jusqu'à sentir la corde se tendre, puis continua, encore et encore. Un nouveau grincement métallique retentit et il laissa échapper un rire étranglé, plein d'espoir. « Allô » appela-t-il. « Vous m'entendez ? Je suis enterré vivant. Vous entendez la cloche ? J'ai besoin d'aide. »« Bonsoir. Vous avez compris que vous êtes dans un cercueil. Il est minuit. Il vous reste peut-être 4 ou 5 heures d'air avant de mourir asphyxié. Il y a encore de l'espoir. » Il écouta le message se répéter et l'effroi envahit peu à peu ses membres tremblants. C'était un enregistrement. Il n'y avait personne dehors. Il ignorait depuis combien de temps il était enterré. Pour ce qu'il en savait, il était peut-être déjà 4 heures du matin et il n'avait plus que quelques minutes à vivre. Il inspira profondément, mais n'arriva pas à remplir ses poumons. Il reprit son souffle, encore et encore, en vain. Sa poitrine était comprimée et sa tête le lançait. Il tira sur la corde de plus en plus fort, de plus en plus vite. La panique le submergea et bien qu'il sache que cela ne ferait qu'accélérer sa mort, il ne put retenir le cri qui jaillit de sa bouche. « Cherche bien !» conclut la voix, indifférente à ses hurlements. Le temps file dans l'obscurité. Chapitre 1. Faith apposa un tampon au bas du dossier et le rangea avec les autres. Elle prit le suivant et le parcourut pour en vérifier l'exactitude. L'affaire du faux monnayage s'était avérée être une pause bienvenue dans le stress mental de ses enquêtes habituelles. Cette fois, pas de tueur en série à traquer. À la place, Michael et elle avaient collaboré avec les services du secret pour démanteler un réseau qui fournissait de la fausse monnaie aux petits malfrats de la région d'Austin, leur permettant de payer des biens volés. Le cerveau de l'opération s'était révélé être un étudiant en économie de 21 ans de l'Université du Texas. Faith secoua la tête en tamponnant ce dossier et passa au suivant. Quel gâchis! Ce gamin était un génie. Il aurait pu devenir président de la FCC un jour. Au lieu de cela, il allait passer 20 ans derrière les barreaux et le mieux qu'il pouvait espérer était d'apprendre un métier en prison et d'en sortir avec une compétence qu'il pourrait utiliser pour gagner modestement sa vie. Il pouvait dire adieu à toute carrière dans son domaine. Les criminels ne sont pas réputés pour leur sagacité. Faith tamponna le dossier suivant et passa au prochain. C'était un travail important, du moins aux yeux des comptables de Quantico, mais terriblement fastidieux. Elle en venait presque à regretter sa confrontation avec le patron. Au moins, elle aurait pu refiler sa part de paperasserie à Michael. Ce dernier était en congé aujourd'hui. Il avait fait des heures supplémentaires la veille pour boucler ses dossiers et emmener Ellie au zoo. Apparemment, la nouvelle exposition sur les pandas venait d'ouvrir et Ellie en était fan. Faith esquissa un sourire. Michael et Ellie formaient un couple adorable. Maintenant qu'elle ne soupçonnait plus Ellie d'être une criminelle en secret, elle pouvait se réjouir pour son partenaire et ami. C'était si rare de trouver l'amour dans leur métier, Faith ne le savait que trop bien. Son sourire s'évanouit en pensant à David. Ils ne s'étaient pas parlé depuis 3 mois, depuis l'affaire du tueur de cire. Kenneth Langveld empoisonnait ses victimes, les paralysant et les gardant comme substituts de sa famille, qu'il avait assassinés adolescents, jusqu'à ce qu'elles meurent de faim ou d'insuffisance cardiaque. Le surnom de tueur de cire était né lorsqu'un journaliste malin avait fait le rapprochement avec un vieux film d'horreur où des gens étaient figés dans de la cire et exposés dans un musée. À son retour de cette affaire, Faith était prête à repartir sur de nouvelles bases avec David. Elle voulait admettre qu'elle avait été émotionnellement distante et craintive face à l'engagement, lui dire qu'elle était prête à tourner la page et à construire un avenir avec lui. Elle l'avait invité à dîner pour lui en parler, mais il lui avait répondu qu'il souhaitait faire une pause. Il n'était plus certain qu'ils aient un avenir ensemble et ne savait pas s'il voulait attendre de le découvrir au risque d'avoir le cœur brisé. Depuis, silence radio. À sa demande, elle ne l'avait pas contacté et ce mutisme lui pesait chaque jour davantage. Son anniversaire approchait le mois suivant et elle redoutait que cette journée passe sans le moindre message de sa part. Elle réalisait maintenant qu'elle avait gardé l'espoir qu'il fasse le premier pas et que tout s'arrange. Elle pensait qu'il était simplement en colère et qu'une fois calmé, il l'appellerait, ils se réconcilieraient et tout redeviendrait parfait. Elle craignait à présent d'avoir mal interprété la situation et qu'il n'ait jamais eu l'intention de renouer. Si son anniversaire passait sans signe de vie, il n'y aurait plus de doute possible.
Elle tendit la main vers le dossier suivant et ses doigts ne rencontrèrent que du vide. Elle avait terminé sa paperasse. Elle regarda Turk, patiemment assis à côté du bureau, les yeux rivés sur la télévision de la salle de repos. « On dirait qu'on va rentrer tôt aujourd'hui, Turk. Qu'est-ce que tu en dis? Pizza et série ?» Le chien croisa son regard, puis fixa son téléphone d'un air insistant. Elle rougit légèrement et dit « Tu as raison, qui ne tente rien n'a rien. » Elle saisit son téléphone et commença à taper, mais les mots lui manquaient. Elle essaya. « Salut David, c'est moi. » Elle secoua la tête et effaça « C'est moi. »« Tu veux dîner ce soir ?»« Non, trop direct. Je pensais à toi et je me demandais si tu voudrais qu'on se voie. » Trop désespérée. Elle envisagea d'envoyer simplement « Salut David » et d'attendre sa réponse. Et s'il ne répondait pas, devrait-elle relancer plus tard et l'inviter à dîner? Peut-être valait-il mieux oublier le dîner et proposer un café le lendemain. C'était bien moins stressant qu'un dîner. D'ailleurs, leur première rencontre avait eu lieu dans un café. En fait, leur premier rendez-vous était un dîner. Ils s'étaient juste croisés au café, ou plutôt Turk l'y avait conduite pour qu'elle le rencontre. Pauvre Turk. Son vétérinaire lui manquait, tout comme David manquait à Faith. Eureka! Elle pouvait prendre rendez-vous pour Turk. Ainsi, David serait obligé de la voir. Ah, je me demandais si je pouvais amener Turk demain pour son contrôle. Ça fait 6 mois et il boite encore un peu au réveil. Pourrais-tu l'examiner et... Elle relut le message et soupira de frustration. Maintenant, elle avait l'air désespérée et un brin dérangé. Vraiment? Essayer de le forcer à la voir en inventant un problème avec Turk qu'il repérerait immédiatement? Était-elle tombée si bas? Elle l'était. Inutile de le nier. Elle était complètement désespérée et il n'y avait aucun moyen d'envoyer un message sans que cela ne devienne évident. C'était idiot. Envoyer un message ne calmerait pas ses angoisses et s'accrocher à un espoir potentiellement vain ne l'aiderait en rien. Elle irait le voir en personne. Un coup d'œil à son téléphone. 16h30. En se dépêchant, elle pourrait rattraper David à son bureau. Au moins, elle saurait à quoi s'en tenir s'il l'envoyait promener. Mais peut-être pas. Peut-être l'écouterait-il. Ne serait-ce qu'un instant. Elle se lève et dépose les documents sur le bureau de Clark. Il était au téléphone mais leva les yeux à son approche. « Faith, tu as 1 minute ?»« Oh, dit-elle. En fait, j'allais. »« Ce ne sera pas long, coupa-t-il. C'est important. » Elle retint un soupir et s'installa face à lui. L'agent spécial Gordon Clark était son supérieur direct. Le patron l'avait chargé de la surveiller après que son obsession pour l'affaire du tueur copycat, que tout le monde appelait simplement l'affaire du copycat, avait fait chuter ses performances et son professionnalisme à des niveaux inacceptables. Elle n'était plus sur la sellette, mais le patron semblait penser que c'était grâce au leadership de Clark et l'avait maintenu comme SSA pour toutes les affaires impliquant des tueurs en série ou des meurtriers déments. « Je te rappelle, » dit Clark lorsque Faith s'assit. Il raccrocha et lui sourit. « Comment ça va ?»« Bien, Gordon, » répondit-elle en maîtrisant son agacement. « Je suis un peu pressée, alors. »« Pas un mot de plus, » l'interrompit Clark en levant la main. « Je serai bref. J'ai parlé avec le patron et nous pensons tous les deux que tu es prête à contribuer à l'affaire du copycat. » Un frisson mêlé d'excitation et de peur parcourut Faith. Ce tueur imitateur utilisait le même mode opératoire que Jethro Trammell, le tueur qui avait assassiné l'ancien maître de Turk et torturé Faith presque à mort. Trammell avait été abattu par Michael juste avant qu'il ne tue Faith, mais cet imitateur ligotait et mutilait ses victimes comme Trammell l'avait fait. Faith avait ignoré les avertissements répétés d'abandonner l'affaire et l'avait poursuivi pendant plus d'1 an. Puis elle avait lâché prise. Avec l'aide de son thérapeute, le docteur Franklin West, elle avait finalement réussi à surmonter cette obsession et à aller de l'avant. Et maintenant qu'elle avait cessé d'enquêter sans autorisation, Clark s'apprêtait à lui donner le feu vert. « Contribuer comment ?» demanda-t-elle. « Uniquement à titre consultatif. Pas de travail sur le terrain, consigne stricte. Le patron ne veut plus que tu défonces des portes ou interroges des suspects, et je suis d'accord avec lui. Cependant, je pense que tu as un esprit vif et un don pour entrer dans la tête des tueurs. Tu connais bien l'affaire, et c'est grâce à tes efforts que nous avons pu arrêter le premier copycat. Ton point de vue serait donc précieux pour Deathrouleau et Chavez. » Il sortit un dossier de son tiroir et le fit glisser vers Faith. « Tu as probablement déjà vu la plupart de ces documents, » dit-il en riant. « Grâce à tes fouilles, il y en a quelques nouveaux, 2 autres victimes ces 3 derniers mois, ce qui porte le total à 27. » Faith fixa le dossier sans y toucher, l'esprit en ébullition. « Derulo et Chavez savent qu'on me demande de jeter un œil ?»« C'est eux qui l'ont suggéré, » répondit Clark. « Enfin, Derulo. Chavez ne te connaît pas. D'ailleurs, tu devrais l'inviter à déjeuner un de ces jours. C'est une bonne recrue. Elle bénéficierait des conseils d'une vétéran comme toi. »« J'irai la voir, » dit Faith,
le regard toujours rivé sur le dossier. Elle n'était pas sûre de vouloir s'y replonger. D'un côté, c'était l'affaire qui avait hanté ses pensées pendant des mois. De l'autre, son obsession ne lui avait apporté que souffrance et perte, dont la principale était celle qu'elle s'apprêtait à retrouver. Par ailleurs, elle ne faisait plus de cauchemars. Elle n'était plus morose ni anxieuse. Peut-être était-elle prête, ou peut-être que son esprit s'apaisait justement parce qu'elle n'était plus impliquée dans l'affaire. « Hé, Faith, dit doucement Clark. Écoute, je comprendrai si tu ne te sens pas prête. Je ne t'en voudrais pas si tu refuses. Je sais que cette affaire t'a beaucoup affectée. Je voulais simplement te donner la priorité puisque le dossier te tient tant à cœur. Et je pense que tu es prête, mais si tu estimes que ce n'est pas le cas, dis-le-moi et je demanderai à quelqu'un d'autre d'y jeter un œil. » Non, lâcha-t-elle presque malgré elle. « Ce n'est rien, je vais m'en charger. » Les yeux de Clark s'illuminèrent et il sourit. « Parfait, dit-il. Merci Faith, j'apprécie ton aide. » « Pas de souci, répondit Faith en s'efforçant de sourire. « Je vais y jeter un œil et te faire part de mes impressions. » Il leva le pouce. « T'es la meilleure, Faith. » Elle se leva et saisit le dossier. Elle s'attendait presque à ressentir une décharge électrique en le touchant, mais ce n'était qu'un dossier comme un autre. Elle adressa un dernier sourire à Clark avant de quitter le bureau. « Faith !» s'exclama David, sidéré. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Faith ne répondit pas tout de suite, non par manque de réponse, mais parce qu'elle avait oublié à quel point David était séduisant. Ses cheveux châtain clair tombaient en vagues souples, presque jusqu'à ses épaules, et ses yeux bleus brillaient comme des diamants derrière ses lunettes. Son corps semblait tout droit sorti d'une publicité, et ses lèvres pleines et douces restaient néanmoins viriles. Elle prit une grande inspiration et lui sourit. « Je suis venue te parler. »« Oh, dit-il, j'aurais préféré que tu m'appelles avant. » « Tu aurais répondu si je l'avais fait ?» Il baissa les yeux et garda le silence un moment. Finalement, il sourit et dit « Ça fait plaisir de te voir. » Il ouvrit les bras et Faith l'étreignit. Son sourire n'atteignait pas tout à fait ses yeux et ses épaules étaient encrispées sous l'étreinte de Faith. Mais il était là, bien réel, et pour un instant, elle était à nouveau dans ses bras. Elle ferma les yeux et savoura la sensation de sa présence, le doux parfum musqué de son eau de Cologne, le mouvement de sa poitrine. Elle finit par le relâcher et lui demanda « Tu as quelques minutes ?» Il esquissa un sourire ironique qui cette fois atteignit ses yeux. « Ai-je le choix ?»« Oui, dit-elle. Si tu me demandes de partir, je le ferai. » Elle le fixa, le cœur battant. Elle s'efforça de rester calme en attendant sa réponse. « J'ai un moment, dit-il enfin. Un café ? » « Volontiers, dit-elle. Je ne refuse jamais un café. »« Je croyais que c'était Michael, répliqua-t-il alors qu'il quittait le cabinet vétérinaire. Non, Michael refuse systématiquement le café. S'il ne s'agit pas d'un grand cru des hauts plateaux d'Éthiopie, du Rwanda ou d'ailleurs, il n'y touche pas. Ou alors, il en boit et il passe des heures à râler. David rit. Tu sais, je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer. Ah bon ? S'étonna-t-elle. Je croyais qu'on avait dîné avec lui et Ellie. Non, il secoua la tête. On en avait parlé, mais ça ne s'est jamais fait. Ah oui, dit-elle, son sourire s'effaçant un peu. C'est vrai. Ils marchèrent en silence un moment et Faith fut soulagée que le café soit juste en face. Pourquoi était-elle si nerveuse ? Cela lui rappelait l'époque où elle avait le béguin pour lui, sauf que cette fois-ci, c'était du plomb et non des papillons qu'elle avait dans l'estomac. Ils commandèrent leur café, un macchiato pour David et un cortado pour Faith, et s'installèrent à une table au fond de l'établissement. « Alors, dit David en remuant son café et en fixant Faith du regard, « j'imagine que tu ne m'as pas abordé juste pour bavarder ?» Le mot « aborder », avec sa connotation de réticence, blessa Faith, mais elle refoula ce sentiment. « Non, dit-elle, je suis venue m'excuser. »« T'excuser ? De quoi ? » ?»« De t'avoir traité comme quelque chose de secondaire, d'avoir laissé mes traumatismes passés m'aveugler sur notre avenir potentiel, et, enfin, elle prit une profonde inspiration. Bon sang, pourquoi était-ce si difficile ? Je veux simplement que ça marche entre nous, dit-elle. Je veux qu'on soit à nouveau ensemble. David ne répondit pas. Il tapota la table du doigt et inspira profondément. Je sais que c'est beaucoup à encaisser d'un coup, dit-elle, et je suis désolée de te le balancer comme ça, mais je ne pouvais plus attendre sans rien dire. Il respira à nouveau profondément et croisa les mains sur la table. Il regarda le mur par-dessus l'épaule de Faith et resta silencieux un moment. Lorsqu'il prit la parole, il réussit à la surprendre. Mais cela ne dura qu'un instant. Une fois qu'il eut posé la question, elle réalisa qu'elle aurait dû s'y attendre. « Tu travailles toujours sur cette affaire ?» Il n'avait pas besoin de préciser de quelle affaire il s'agissait. Elle prit une grande inspiration et la relâcha lentement. « Oui, Clark, mon supérieur, m'a demandé d'aider les agents qui s'en occupent. Il m'a confié le dossier pour voir si quelque chose leur avait échappé.
En gros, pour les conseiller. Donc, vous n'êtes pas directement sur l'affaire, vous ne faites que superviser leur travail ? C'est ça, a-t-elle répondu. En gros. Il a soupiré et secoué la tête. Le problème, c'est que tu ne fais jamais les choses à moitié. C'est une des choses que j'ai apprises sur toi pendant notre courte relation. C'est tout ou rien avec toi. Soit tu te donnes à fond, soit tu ne fais rien du tout. Soit c'est toute ta vie, soit, il a levé les mains, c'est une simple réflexion. Il a baissé les bras et a regardé Faith, attendant sa réaction. Elle a pris un moment pour se ressaisir, essayant de ne pas laisser transparaître la douleur que ces mots lui causaient. Notre courte relation, ces années d'enquêtrice lui avaient appris que les mots choisis avaient leur importance. David n'avait pas parlé comme s'ils étaient en pause et essayait d'arranger les choses. Il s'était exprimé comme si leur histoire était déjà terminée et qu'il était agacé qu'elle ne le laisse pas tourner la page. Mais elle ne pouvait pas abandonner. Elle s'y refusait. Il était le premier homme qu'elle se sentait capable d'aimer depuis longtemps et elle ne le laisserait pas partir sans se battre. « Je sais que c'est beaucoup demandé, a-t-elle dit, et je comprends parfaitement que tu ne sois pas prêt à réessayer. Tout ce que je peux faire, c'est te dire que je suis sincère quand je dis que je suis prête à faire des efforts. Tu es prête à faire des efforts tant que ça ne t'empêche pas de faire ton vrai boulot, a-t-il rétorqué. Ces mots ont transpercé Faith, non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il avait raison. Je ne peux pas laisser tomber comme ça, David. 30 personnes sont mortes, d'autres mourront si on ne l'arrête pas. Je ne peux pas faire passer ma vie personnelle avant celle des autres. Je ne vais pas fermer les yeux là-dessus. Je suis prête à faire des compromis et à te consacrer plus de temps dans ma vie privée, mais non, je ne peux pas abandonner mon travail. Je sais, a dit David, et je ne te le demanderai pas. C'est juste que je ne sais pas si je suis prêt à accepter de toujours passer au second plan. Son téléphone a sonné avant qu'elle ne puisse répondre. David lui a adressé un sourire triste, elle a soupiré et regardé l'écran. C'était le patron. Pas Clark, le grand patron. Le cœur serré, elle a décroché. « Salut, patron. »« Audacieux, ramène tes fesses au bureau », a aboyé le patron avec son ton habituel de sergent instructeur. « Appelle aussi Prince. Il ne répond pas quand c'est moi. »« J'arrive dans 10 minutes, » a-t-elle dit. Michael est sûrement déjà en route. « Appelle-le quand même. Je veux qu'il sache que je suis en rogne contre lui. » Il a raccroché avant qu'elle ne puisse dire « Entendu, monsieur ». Elle a rangé son téléphone et a regardé David d'un air désolé. « Vas-y, » a-t-il dit. « Tu as du boulot. »« D'accord, » a-t-elle répondu. Elle s'est levée et quand David a fait de même, elle lui a pris la main. Il a croisé son regard et elle l'a embrassé. C'était un baiser bref et chaste, mais quand il ne s'est pas reculé, elle a senti la première lueur d'espoir depuis son arrivée. « Je reviendrai, » a-t-elle dit. « Quand l'affaire sera bouclée, je reviendrai te voir, je n'abandonne pas. » Il a hoché la tête et esquissé un demi-sourire. « D'accord. » Elle devrait se contenter de cette réponse. C'était mieux que s'il avait dit « Ne te donne pas cette peine ». Elle lui a serré la main, puis elle est partie, refoulant ses larmes pour aller chercher Turk à son appartement où elle l'avait déposé. Chapitre 2. Il a attendu que le vétérinaire quitte le café, puis il a patienté encore 8 minutes. Une fois le temps écoulé, il s'est levé, a soigneusement plié son journal et l'a glissé sous son bras. Il a rapporté sa tasse et sa soucoupe au comptoir et a souri à la serveuse blonde et pétillante. « Merci », a-t-il dit. C'était délicieux. La blonde enjouée, qui ne devait pas avoir plus de 17 ans, lui a rendu son sourire et a répondu « Merci docteur, je suis contente que ça vous ait plu. » Il a poliment hoché la tête, puis est sorti tranquillement de la boutique. Sa voiture était garée au coin de la rue, non pas qu'il essayait de la cacher. Au contraire, il voulait que les gens voient la voiture et le voient monter et descendre. Il n'avait pas l'intention de devenir un habitué de ce café, mais il était d'autant plus important qu'il ait l'air d'un client ordinaire. Il s'était garé au coin de la rue, à l'endroit le plus proche disponible, lorsqu'il était arrivé pour guetter sa proie. À présent, il se félicitait d'avoir marché, car cela lui avait permis de se rafraîchir. Une fois dans sa voiture, il avait pu garder son sang-froid pendant le trajet du retour. Du moins, en apparence. Ses doigts se crispèrent sur le volant et ses lèvres se pincèrent. Les muscles de son cou se tendirent, sa mâchoire se serra, et ce n'est que grâce à des décennies d'expérience à aider les autres, à gérer leurs émotions qu'il parvint à maîtriser les siennes. Ce salaud de Clark, c'était censé être son jeu, ses règles, c'était lui qui manipulait Faith, pas eux. Passe encore qu'elle fouine en soulevant des pierres qu'elle n'aurait pas dû toucher et en cherchant des indices qu'elle n'aurait pas dû trouver. Mais que le bureau décide de lui donner carte blanche pour le traquer, c'en était trop. Tout avait changé. C'était juste... Il prit une profonde inspiration et se permit un juron étouffé. Putain de merde, il devait renoncer à tuer le petit ami.
Avec Face à ses trousses, bénéficiant de l'appui du FBI, il était hors de question de s'en prendre à quelqu'un de son entourage. Cela le mettait hors de lui. De quel droit se mêlait-il de ses affaires? Il n'était rien comparé à lui. Rien à côté d'elle. C'était censé être son chef-d'œuvre. Lui, le génie du crime, contre Facebold, la détective hors pair. Le bien contre le mal, l'ordre contre le chaos. C'était parfait, bon sang. Et maintenant, ce n'était plus qu'une banale affaire de meurtre. Il n'était qu'un criminel parmi d'autres. Et elle, une simple enquêtrice faisant son boulot. Si elle le trouvait, ce ne serait pas l'experte qui arrêterait le grand criminel. On lirait simplement « Une enquête du FBI a conduit à l'arrestation d'eux ». S'il parvenait à l'attraper et à finir le travail que Trammell n'avait pu accomplir, on parlerait d'un agent tombé dans l'exercice de ses fonctions et non d'une célèbre détective du FBI retrouvée morte. La nuance peut sembler subtile, mais elle est cruciale. Il leva la main et la laissa retomber sur le volant. Putain de merde, il n'avait plus le choix. Impossible de tuer David. Même s'il était prêt à prendre le risque d'être démasqué, cela n'aurait plus aucun intérêt maintenant. Il devait se montrer patient, attendre et voir venir. Ce n'était pas tout à fait vrai. S'il ne pouvait pas l'attaquer de front, il pouvait toujours s'en prendre subtilement à ses défenses, comme il le faisait depuis des mois. C'était un travail fastidieux et bien moins gratifiant que ce qu'il avait prévu initialement, mais cela devrait suffire en attendant de trouver un autre moyen de pimenter le jeu. Il se gara dans son garage et consulta son téléphone, un geste devenu machinal. Il n'y avait qu'un seul message, un SMS agaçant de sa future ex-femme à propos de leur divorce. Une idée lui traversa l'esprit. Peut-être pourrait-il atteindre Face par ce biais. C'était une approche indirecte, bien plus que les réunions hebdomadaires, mais cela pouvait fonctionner. Après tout, Face était complexe, mais ses proches étaient bien plus simples. En tirant les bonnes ficelles, il pourrait faire s'effondrer l'un de ses piliers. Ce n'était pas comparable à l'élimination de son petit ami, mais à bien des égards, ce pilier était bien plus important et précieux que le vétérinaire. Oui, cela pourrait marcher. Il gagnerait quand même. Il lui suffisait de jouer avec plus de finesse. Chapitre 3. Michael éclata de rire et embrassa le bout du nez d'Ellie. Son visage se plissa adorablement, ce qui le fit rire de plus belle et l'embrasser à nouveau. « Arrête !» s'écria-t-elle en riant, rejetant la tête en arrière et tentant de se dégager. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.